Dia 2. L'école est-elle injuste? On aurait tendance à répondre que oui, qu'elle n'est pas juste, en entendant cette histoire d'enfants dans les classes maternelles qui sont pour certains renforcés positivement, bien estimés, et pour d'autres rarement renforcés positivement. Et donc, cette question, l'école est-elle juste? Et qui fait la loi? Est une question sans doute importante. Qui fait la loi de la classe? Qui fait la loi dans l'école? Est-ce qu'il y a un shérif? Est-ce que c'est la loi de la jungle? Est-ce qu'il y a des caïds, des petits caïds, des grands caïds? Dia 3. Et ce climat de justice et d'injustice ou d'injustice, les relations qui s'installent dans la classe et dans l'école, à votre avis, est-ce important pour les apprentissages? Est-ce que c'est important d'insister là-dessus dans la formation des enseignants? Vous souvenez-vous vous-même de situations de justice ou d'injustice, de situations où les relations vous ont aidé à progresser, ou des situations où les relations vous ont empêché d'avancer, vous ont empêché d'apprendre? À votre avis, je vous laisse un moment pour en parler entre vous. Dia 4. Tous les psychopédagogues vont mettre en avant l'importance de l'estime de soi pour apprendre. L'estime de soi, avoir confiance en soi, se sentir bien dans la classe, le bien-être, c'est tout ça qui va favoriser les apprentissages. Si j'ai confiance en moi, je vais me lancer plus facilement dans les défis que l'enseignant me lance. Je vais me lancer plus facilement dans le travail, dans la résolution des problèmes, dans la recherche des exercices, etc. Et je vais donc apprendre mieux et je vais réussir. Dia 5. Le fait de bien apprendre, de réussir mes exercices, de résoudre mes problèmes, va évidemment faire que l'enseignant va m'encourager, va me témoigner de sa reconnaissance, et pas seulement l'enseignant. Si j'avance bien en classe, si je réussis bien, je vais avoir l'appui de mes parents, et aussi dans la classe, les autres enfants vont bien me considérer parce que je suis bien dans la classe, j'apprends, je réussis. Dia 6. Dia 6. Et évidemment, on va boucler le cercle. Évidemment que la reconnaissance de l'enseignant, toutes les marques de renforcement que je vais recevoir, toutes les marques d'estime que je vais recevoir de l'enseignant, de la famille et des autres, toutes ces marques d'estime vont évidemment renforcer l'estime de moi. Et on voit donc qu'on a bien un cercle vertueux. L'estime de moi va favoriser mes apprentissages réussis vont favoriser la reconnaissance de l'enseignant et des autres, et cette reconnaissance va favoriser l'estime que j'ai de moi-même, la confiance que j'ai en moi-même. On a bien donc une histoire de la poule et l'œuf, et très souvent on croit que ce cercle vertueux commence avec les apprentissages, que si j'apprends bien, je suis félicité et que c'est ça qui me donne l'estime de moi. Nous croyons plutôt qu'un certain nombre d'enfants arrivent à l'école avec déjà une bonne estime de soi, avec déjà de la confiance en soi, et que c'est cette confiance qui entraîne ce cercle vertueux. Dia 7. Alors que ce cercle vertueux peut aussi être un cercle vicieux. C'est-à-dire que la honte, le manque de confiance en moi, le fait que je ne me sens pas bien dans la classe, ma timidité, ma peur, va faire que je ne vais pas facilement me lancer dans les apprentissages, je ne vais pas facilement relever les défis de l'enseignant, les défis d'apprentissage, et donc je risque d'accumuler une série de petits échecs, d'absence d'apprentissage, et ces petits échecs vont évidemment entraîner les reproches, ou en tout cas des marques de mésestime de la part de l'enseignant, de la part des parents, de la part des autres.
on ne va pas me donner des marques d'estime parce que je n'apprends pas, parce que j'échoue. Et évidemment, ces reproches, ces marques de mésestime vont renforcer la honte et on a bien un cercle vicieux qui entraîne évidemment l'enfant et les jeunes dans une succession d'échecs. C'est donc une autre histoire de la poule et de l'œuf. Et à nouveau, nous croyons que la honte est première et que pour un certain nombre d'enfants, l'entrée en maternelle est une entrée qui se fait dans la honte. Et c'est cela que je voudrais développer dans la suite. Dia 8. La honte est donc pour nous originelle pour beaucoup d'enfants et de jeunes de milieux populaires. À nouveau, il ne s'agit pas de faire des généralités abusives, ce n'est pas pour tous les enfants, mais malgré tout, pour une majorité d'enfants et de jeunes du milieu populaire, cette honte est originelle, c'est-à-dire qu'elle préexiste à l'école, ou en tout cas, elle se construit très très tôt dans la classe en maternelle, se construit très très tôt dans l'école, et elle risque de se reproduire. Dia 9. Pourquoi ? Bien parce que très vite, l'enfant, en entrant à l'école maternelle, va se rendre compte des écarts qui existent entre lui et ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe dans l'école. Des écarts de langage, sans doute d'abord. Il va se rendre compte qu'on ne parle pas de la même manière en famille et à l'école. Il va ressentir cet écart, il va se rendre compte qu'il y a des habitudes différentes, par exemple des habitudes alimentaires, ou certaines formes de politesse qui ne sont pas les mêmes. Ce qui est considéré comme poli d'un côté sera considéré comme impoli de l'autre. La manière de s'adresser à l'autre, qui ne va pas être la même en famille. L'attitude, par exemple, l'attitude par rapport à l'autorité, ne sera pas la même façon de s'adresser à l'autorité en famille, et s'adresser à l'autorité, le rapport à l'autorité ne sera pas la même en famille et à l'école. Une certaine aisance dans la manière de prendre contact, une série de comportements dans les jeux, dans les ateliers choisis dans la classe, qui ne vont pas être les mêmes, et l'enfant va ressentir ces écarts. Dia 10. Et l'enfant va également se rendre compte que la reconnaissance apportée par l'enseignant n'est pas la même pour lui que pour d'autres. Il va se rendre compte qu'il y a des connivences qui sont partagées entre certains enfants et l'enseignant, entre certains enfants entre eux, et qui ne sont pas partagées par lui-même. Il va se rendre compte que les choses sont appréciées de manière diverse et que les appréciations varient d'un comportement à l'autre, d'une personne à l'autre. Il va se rendre compte de cette différence et du fait qu'il est moins reconnu, qu'il reçoit moins de marques de reconnaissance que d'autres enfants. Dia 11. Ces différences dans la reconnaissance, ces écarts, vont assez rapidement être jugés négativement. C'est-à-dire que les différences vont assez vite se décliner en inégalité. Il va y avoir, d'une certaine manière, l'intériorisation d'une infériorité culturelle. On va se rendre compte que la culture de la famille, pour le dire comme ça, n'est pas la même que la culture scolaire, mais qu'en plus, cette culture familiale va être considérée comme inférieure à la culture scolaire. Dia 12. Cette infériorité culturelle est liée aux conditions de vie de la famille, à la position sociale, dans la hiérarchie sociale de la famille. Les conditions de vie, c'est-à-dire le logement, le travail des parents, l'emploi ou pas l'emploi, le chômage, ou des emplois qui sont infériorisés. Ce n'est pas la même chose d'avoir une maman qui travaille dans une société de nettoyage, et qui part à 6 heures du matin et qui revient à 9 heures, c'est-à-dire qui ne voit pas ses enfants partir à l'école et qui ne les voit pas non plus revenir parce que, de nouveau, le travail va
être réalisée après la fermeture des bureaux de 17h à 20h par exemple. Donc pas la même chose d'avoir une maman qui travaille dans une société de nettoyage ou une maman enseignante, pharmacienne ou avocate. Et donc c'est à la fois les conditions de vie, donc le logement, mais également les matériaux, tous les équipements du logement, de la maison, tout ce à quoi on a accès, va être considéré comme différent, et pas seulement différent, considéré également comme inférieur. L'enfant va se rendre compte qu'il cumule des infériorités. Il va assez vite se rendre compte que l'école dans laquelle il va est une moins bonne école que d'autres, que le quartier est un quartier moins bon que d'autres quartiers, qu'il y fait plus sale, qu'il y a plus d'incivilité, qu'il est plus dangereux, qu'il y a plus de violence, etc., etc. Il va donc y avoir une intériorisation de cette différence, intériorisation de cette infériorité qui ne sera pas seulement culturelle, mais qui va être sociale, économique. Et donc il y a une espèce de cumul des infériorités. Dia 13. Ce cumul des infériorités va faire qu'à la fois la honte est originelle à l'entrée à l'école, ou qu'elle va se construire très vite à l'école, et que par la suite elle va avoir tendance à se reproduire, qu'elle va rester permanente. Le mot honte est d'ailleurs un mot qui va être fréquemment utilisé dans les classes et dans les quartiers. Ainsi, par exemple, une petite anecdote, une classe qui avait le projet avec son titulaire, avait le projet de repeindre la classe, de remettre la classe en ordre, de décorer, etc. Et donc il était question d'aller acheter de la peinture, et on a évidemment cherché le pot de peinture le moins cher, et on va aller dans le magasin le moins cher. Et les jeunes, c'était en début du secondaire, de dire, parce qu'on va l'acheter le pot de peinture le moins cher, de dire on va encore se taper la honte. Encore se taper la honte, voilà une expression qui est assez fréquente. Dia 14. Cette honte qui est entretenue à l'école n'est évidemment pas le fait d'enseignants qui volontairement pratiqueraient l'injustice. Bien sûr que nous tous, nous, enseignants, c'est à l'insu de notre plein gré, pour reprendre cette expression, à l'insu de notre plein gré que nous participons d'une certaine manière, nous participons à la reproduction et au renforcement de la honte. Ce n'est que si on est conscient de ce qui se passe, et ce n'est pas si facile, ce n'est que si on est conscient et qu'on se donne le projet de faire de la dignité, de refaire de la dignité avec ces jeunes, et de trouver les moyens, bien sûr, de refaire de la dignité, ce n'est qu'alors qu'on ne participera plus à la production, à la reproduction de la honte. Dia 15. Cette honte originelle et permanente n'est pas uniquement, évidemment, le fait de l'école. C'est parce que l'école reflète la société, une société où la lutte des places se renforce. Il faut rappeler que depuis maintenant plus de 40 ans, depuis les années 75-76, notre société connaît un volant de chômage d'une bonne quinzaine de pourcents, qui s'est maintenu depuis plus de 40 ans. Et donc, les places sont chères, et en plus, les places disponibles ne sont évidemment pas égales entre elles. Il y a des emplois qui sont plus prestigieux que d'autres, il y a des emplois qui entraînent la honte, il y a des emplois qui donnent un bon revenu, voire un excellent revenu, d'autres emplois qui donnent un revenu avec lequel on peut à peine vivre. Et bien sûr, cette lutte des places va se reproduire à l'école, parce qu'on sait bien sûr que l'école, que la trajectoire scolaire va d'une certaine manière entraîner la trajectoire sociale ou socio-professionnelle. Et donc la lutte des places va s'inviter à l'école. Et également les dominations symboliques. Domination symbolique, ça veut dire que certains vont se considérer comme supérieurs, être mieux et plus que d'autres. Alors il y a toute une chaîne dans les dominations symboliques, parce qu'évidemment, si on fait partie des classes moyennes, on est mieux et plus que ceux d'en dessous, mais on est moins et moins bien que ceux d'au-dessus.
Donc il y a une chaîne de domination symbolique qui va également se reproduire à l'école et qui va contribuer à la reproduction de la honte. Dia 16. Et on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, cette honte originelle et permanente va entraîner une faible estime de soi. Et si on n'a pas confiance en soi, on va donc avoir des stratégies d'apprentissage qui seront très peu efficaces. On n'osera pas se lancer dans les défis. Mais également, autre conséquence, je reprends la dia 16. Dia 16. Et donc, cette honte originelle et permanente, on l'a déjà vu, je me répète, entraîne évidemment un manque de confiance en soi, et un manque de confiance en soi qui va entraîner des stratégies d'apprentissage plus efficaces. On ne va pas se lancer dans les défis proposés par l'enseignant, on va ne pas trop poser, et on va difficilement apprendre. Dia 17. Mais cette honte entraîne également une autre chose importante et aussi assez peu ou trop peu connue, qui est le conflit de loyauté. La honte, elle est familiale, c'est dans le rapport entre la famille et l'école que la honte s'installe. C'est la famille qui est considérée comme moins bien, comme moins que l'école ou comme le milieu scolaire. C'est la culture familiale qui est considérée comme inférieure à la culture scolaire. Alors l'enfant, à l'école, ne sait plus à qui il doit ressembler, à qui il doit être loyal. Est-ce qu'il doit ressembler à madame ou à monsieur? Ou est-ce qu'il doit ressembler à papa ou à maman? C'est cela le conflit de loyauté, c'est de ne pas savoir à qui être loyal. Surtout s'il y a conflit, c'est-à-dire s'il y a concurrence, c'est-à-dire si l'école se présente comme supérieure et méprise la culture familiale, c'est à ce moment-là évidemment que l'enfant sera tenté d'être plus loyal à sa famille. Car s'il y a de conflit de loyauté, il faut comprendre que l'enfant va souvent, et plus souvent, être loyal à sa famille, et donc réussir d'une certaine manière cette loyauté en échouant. L'échec dans ce cas-là n'est finalement qu'une réussite de la loyauté familiale. Dia 18. Face à cette faible estime de soi qui entraîne de mauvaises stratégies d'apprentissage et face à ce conflit de loyauté, que peuvent les enseignants? Eh bien, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il s'agit de réinventer la classe, de pratiquer la classe d'une manière différente. Dia 19. Alors, cette réinvention de la classe commence par quelque chose d'extrêmement banal, d'évident, ou en tout cas, on pourrait croire évident, qu'il s'agit d'installer dans la classe, et le plus tôt possible en maternelle, un climat de bienveillance réciproque. Ça semble évident et pourtant ça ne l'est pas. Les enseignants ou les chercheurs qui sont allés visiter les classes de ces écoles qui apparaissent comme tellement plus efficaces et plus équitables que la nôtre, Finlande, etc., c'est une des choses qui les frappe le plus. C'est le climat relationnel dans ces classes. Une absence de compétition, une absence de jugement, un bien-être partagé. Et donc, c'est sans doute la première chose à faire pour réinventer la classe, c'est de volontairement et de travailler ce climat, de volontairement installer un climat de bienveillance réciproque. Dia 20. Cela suppose, entre autres, de développer un rapport constructif à l'erreur. L'erreur contient toujours quelque chose de logique. Aucun enfant n'est stupide, et la plupart des enfants vont, lorsqu'ils font une erreur, c'est la suite d'un raisonnement logique. Et bien souvent, l'enseignant ne cherche pas la logique qu'il y a derrière l'erreur, mais considère l'erreur comme une faute, et va donc réprimer la faute plutôt que travailler ce qui est en amont de cette erreur, ce qui a produit cette erreur. Voire pire que cela, si on est dans un climat de bienveillance réciproque, c'est de témoigner de la considération et à l'inverse, de sortir de cette ambiance qui malheureusement existe, cette ambiance de moquerie, hein,
Entre autres, je pense à ces enseignants qui s'amusent à faire des bêtisiers. Bien, le bêtisier, c'est l'auteur du bêtisier qui est bête. Parce que derrière les bêtises, soi-disant, il y a un travail mental de l'enfant que l'enseignant qui construit ce bêtisier ne voit pas. Je trouve d'ailleurs qu'on pourrait considérer comme une faute déontologique grave le fait de se moquer de ses élèves. Or, c'est beaucoup trop fréquent, en salle de prof par exemple, de pratiquer cette moquerie. Déontologiquement, tout enseignant devrait s'interdire la moquerie, devrait volontairement considérer l'enfant comme une personne qui va se construire et en qui on a confiance et en qui on témoigne de la confiance et une bienveillance réciproque. C'est dans ce climat-là que l'enfant peut apprendre. Dia 21. Il est important également de faire de la classe un groupe d'appartenance fort et fier. Parce qu'en effet, on va pouvoir plus facilement apprendre si on est avec des amis qu'on apprécie, si on est un groupe qui avance, qui est fier de son appartenance, si on est fier d'appartenir à ce groupe, c'est une communauté qui compte, hein, un collectif qui compte, et d'arriver à créer dans la classe ce sentiment d'appartenance fière va aider aux apprentissages. Dia 22. Directement lié à ce groupe d'appartenance, c'est la question de Je recommence. Dia 22. Directement lié à cette question de groupe auquel on appartient et à qui on peut s'identifier, directement lié à cela, il y a la question, je recommence, la dia 22. La question du groupe auquel on peut s'identifier n'est pas sans lien avec la question de la dignité, de la triple autorisation et donc de la réaction au conflit de loyauté. En effet, si l'enfant peut être fier d'avancer avec le groupe, cela va favoriser la sortie du conflit de loyauté. Alors ça veut dire quoi faire dignité qui passe par la triple autorisation subjective? Je reprends cette expression à Jean-Yves Rochex. C'est quoi la triple autorisation subjective? C'est, dit-il, le fait que l'enfant va s'autoriser subjectivement à ne plus ressembler, à être différent de ses parents. Deuxième autorisation subjective, l'enfant va se sentir autorisé par ses parents à devenir différent d'eux. Et troisième autorisation subjective, l'enfant va autoriser ses parents à rester tels qu'ils sont. Pour Jean-Yves Rochex, on ne peut sortir du conflit de loyauté et donc on ne peut apprendre que si, alors qu'on est différent culturellement de l'école, on s'autorise ces trois choses que je viens de nommer. C'est peut-être plus facile de dire qu'il s'agit de favoriser la double fierté, c'est-à-dire arriver à reconnaître la famille et l'enfant comme ils sont et bien comme ils sont, c'est-à-dire favoriser la fierté de ce qu'on est, la fierté de la famille, et en même temps de favoriser la fierté de ce qu'on est en train de devenir, la fierté du changement qu'on est en train d'opérer, la fierté d'avancer, d'apprendre, de grandir, etc. Et c'est là qu'on se rend compte que... Pam pam, non.